L'expédition était planifiée depuis des années. Une équipe internationale, composée de scientifiques, d'ingénieurs et de plongeurs spécialisés, avait été constituée pour explorer les profondeurs inexplorées du paysage gelé de l'Antarctique. J'étais l'un d'entre eux, un glaciologue chargé d'étudier les couches de glace anciennes qui renferment les secrets de la Terre. Mais aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que l'épave d'un sous-marin soviétique perdu, enfoui dans un iceberg, fasse partie de ces secrets. Nous l'avons vu pour la première fois lors d'un balayage de routine. Le radar a détecté une anomalie, une ombre allongée sous la glace, de près de 150 mètres de long. Elle était trop régulière pour être naturelle. Les images l'ont confirmé. Il s'agissait d'une structure métallique massive, enfermée dans les profondeurs de l'étendue gelée. Les spéculations vont bon train. Une station de recherche perdue? Une relique de guerre? Mais au fur et à mesure que la forme se précisait, elle devenait évidente. Un sous-marin, enfoui sous des décennies de glace. Le chef de l'expédition, le docteur Anna Voronova, a été la première à exprimer ce que beaucoup d'entre nous pensaient. « C'est un sous-marin soviétique », dit-elle en regardant les scanners. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Le design était sans équivoque. Ils ont eu des projets dans les années 1980, classifiés, expérimentaux. Ce doit être l'un d'entre eux. Nous avons baptisé le site le Gouffre. Ce n'était pas seulement le sous-marin lui-même qui nous inquiétait, mais la façon dont la glace semblait s'incurver vers l'intérieur, comme si l'iceberg s'était développé pour enfermer délibérément le navire. Je me souviens d'être resté sur le pont de notre brise-glace, à fixer l'iceberg qui se profilait au-dessus de nous, ses pics déchiquetés accrochant la lumière comme des crocs. L'air était glacial, même pour l'Antarctique, et le ciel était d'un gris inquiétant, transformant le paysage en monochrome. Nous avons passé 2 jours à nous frayer un chemin à travers la glace. Ce fut un travail lent et éreintant. Chaque mètre gagné révélait un peu plus la coque du sous-marin, sombre, élancée et étonnamment intacte. Le nom Chasm était inscrit sur le flanc en cyrillique délavé, ainsi qu'une étoile soviétique. Le docteur Voronova a semblé ébranlé en voyant cela, bien qu'elle ait fait les refuser d'en expliquer la raison. Finalement, nous avons percé la coque, créant une entrée de fortune là où la glace avait écrasé une partie de la proue. Les plongeurs sont entrés les premiers, leur progression étant surveillée par des caméras à distance. Je suis resté en arrière avec l'équipe principale, regardant les images sur un écran dans la tente d'expédition. Ce que nous avons vu à l'intérieur était pire que ce que nous aurions pu imaginer. L'intérieur du sous-marin était un labyrinthe de couloirs étroits et de machines gelées. Les plongeurs avancent lentement, leurs lampes de poche perçant l'obscurité. La première chose qu'ils ont remarquée, c'est l'étrange préservation. Tout avait l'air d'avoir été figé dans le temps. Les commandes, le mobilier, même les repas laissés sur les tables sans être consommés. Puis, ils ont trouvé les corps. Le premier se trouve dans la salle de contrôle. Le capitaine, toujours assis à son poste, la main tendue vers un levier. Son visage était déformé par un cri silencieux, sa peau pâle et gelée, mais autrement intacte par la décomposition. Les plongeurs trouvèrent d'autres corps dispersés dans le sous-marin, des ingénieurs dans la salle du réacteur, des marins dans leurs couchettes, des techniciens affalés sur les consoles. Tous les visages sont figés dans une expression de terreur. « Ils ont l'air frais », dit Victor, l'un des plongeurs, par radio. Sa voix est étouffée mais teintée d'inquiétude. On dirait qu'ils sont là depuis quelques jours, pas depuis des décennies. Le docteur Voronova se rapproche de l'écran, les sourcils froncés. Le froid les préserverait, mais ça, c'est autre chose. Leur position, leurs expressions, ils ne sont pas morts paisiblement.
Il s'est passé quelque chose, ici. Les plongeurs ont continué à s'enfoncer, atteignant la salle du réacteur. C'est là que la première anomalie s'est produite. L'alimentation s'est interrompue. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un problème technique, une connexion défectueuse ou une interférence due à l'épaisseur de la glace. Mais lorsque les plongeurs ont émergé des heures plus tard, le visage pâle et les mouvements raides, il était clair que quelque chose n'allait pas. « Ils sont tous morts », dit Victor en retirant son casque. Sa respiration est courte et paniquée. Mais ils ne le sont pas. Nous avons insisté sur les détails, mais il n'a pas pu s'expliquer. Tout ce qu'il a pu dire, c'est que le réacteur était toujours actif, qu'il ronronnait faiblement et que quelque chose n'allait pas avec l'air à l'intérieur du sous-marin. Il a dit qu'il se sentait vivant, comme s'il les observait. Nous aurions dû partir à ce moment-là. Nous aurions dû plier bagages et naviguer, laissant le gouffre à sa tombe gelée. Mais la curiosité, la cupidité, diront certains, nous a retenus. L'équipe scientifique a soutenu que nous avions le devoir d'étudier l'épave, de découvrir ses secrets. Après tout, il s'agissait d'un morceau d'histoire, d'une relique de la guerre froide perdue dans le temps. Nous sommes donc restés. Cette nuit-là, la température a chuté brutalement. Le vent hurlait sur la glace, secouant les tentes et faisant frissonner même les couches les plus chaudes. À l'intérieur, l'équipe revoit les images de la plongée, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Il était environ minuit lorsque les chuchotements ont commencé. Au début, ils étaient là faibles, à peine audibles avec le vent. Je pensais que c'était juste le bruit de la glace qui se déplaçait, qui gémissait sous la pression. Mais ils sont devenus plus forts, plus distincts. Des voix parlant une langue que je ne pouvais pas comprendre. Elles venaient de partout et de nulle part à la fois, résonnant dans le camp. Certains membres de l'équipe les ont entendus aussi. Le docteur Voronova a estimé qu'il s'agissait de stress, d'un tour de passe-passe dû à l'isolement et au froid. Mais d'autres sont moins sûrs. Victor a juré avoir vu des ombres se déplacer à la lisière du camp, des silhouettes qui disparaissaient lorsqu'on s'en approchait. Et Yuri, notre mécanicien, a affirmé que ses outils avaient été réarrangés pendant qu'il ne regardait pas. Au matin, l'un des membres de l'équipe avait disparu. Nous avons trouvé ses traces en direction de l'iceberg, mais elles se sont arrêtées brusquement sur le bord gelé. C'était comme s'il avait été avalé par la glace. Sa radio est restée sur place, toujours allumée, n'émettant que des parasites. Le lendemain, la décision s'est prise de retourner au sous-marin. Le docteur Voronova voulait des réponses. Je n'étais pas impatient d'y aller, mais j'avais un sentiment d'obligation. Nous avions commencé, nous devions maintenant aller jusqu'au bout. L'air à l'intérieur du gouffre semblait plus lourd qu'auparavant, chargé d'une énergie presque électrique. Les couloirs semblaient plus sombres, plus étroits, comme si le sous-marin se rapprochait de nous. L'équipage congelé nous regardait sans ciller. Sa présence était oppressante. Lorsque nous avons atteint la salle du réacteur, j'ai compris la réaction de Victor. Le réacteur était toujours en activité, son cœur brillant faiblement d'une lumière artificielle. Le bourdonnement était plus fort maintenant, une vibration profonde et résonnante qui semblait pénétrer mon crâne. Je pouvais le sentir dans mes dents, dans mes os. Le docteur Voronova s'approche prudemment du réacteur, sa lampe de poche balayant les commandes. « Cela ne devrait pas être possible, » murmure-t-elle. « Cela fait des décennies. Le combustible devrait être épuisé. Comment se fait-il qu'il soit encore... » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas qu'un simple réacteur, » dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. « C'est quelque chose d'autre. » Avant qu'elle n'ait pu développer, les lumières se sont mises à clignoter. Le bourdonnement s'est amplifié, presque assourdissant. Et puis, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement. L'un des membres de l'équipage congelé était debout.
Dès que je l'ai vu bouger, un frisson plus froid que l'air de l'Antarctique m'a saisi. L'homme d'équipage, si on peut encore l'appeler ainsi, se tenait debout, rigide, la tête penchée anormalement sur le côté, comme si on lui avait brisé la nuque. Le givre recouvrait son visage et son corps, mais sous la glace, sa peau semblait trop intacte, trop vivante. Ses yeux brillaient faiblement, reflétant la lumière sinistre du réacteur. Puis, il a tourné la tête vers nous. Personne n'a bougé. Personne ne respirait. Le seul son était le bourdonnement du réacteur, de plus en plus fort, comme s'il se nourrissait de l'instant présent. Puis, la chose a fait un pas en avant. Son mouvement était saccadé, peu naturel, comme une marionnette contrôlée par des ficelles invisibles. Mais à chaque pas, il devenait plus régulier, plus déterminé. Puis il ouvrit la bouche. Le son qu'il a émis n'était pas humain. C'était un gémissement grave, guttural, vibrant à la même fréquence que le réacteur. C'était comme si les deux étaient liés, un système symbiotique de terreur. J'ai senti la vibration dans ma poitrine, menaçant de briser ma cage thoracique. « Reculez !» murmure le docteur Voronova, la voix tremblante. Mais nous étions figés, incapables de détacher nos yeux de la figure grotesque qui avançait vers nous. C'est alors que les autres ont commencé à bouger. Tout l'équipage gelé, dispersé dans le sous-marin, s'est animé. Leurs mouvements étaient d'abord lents et désordonnés, mais ils étaient implacables. Certains traînaient derrière eux des membres déchiquetés, d'autres griffaient les parois comme s'ils essayaient de s'échapper, mais tous étaient attirés vers nous. « Nous devons partir !» cria Victor, nous sortant de notre paralysie. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la sortie. Mais le sous-marin semblait nous résister à chaque instant. Les couloirs, autrefois étroits mais navigables, ressemblaient donc désormais à un labyrinthe. Les murs pulsaient faiblement, comme s'ils étaient bien vivants, et la température baissait encore. Notre souffle se figeait dans l'air, formant un nuage de minuscules cristaux qui s'attardaient de façon anormale. L'équipage nous suivit, leurs gémissements résonnant dans les couloirs. L'un d'eux s'élança sur Yuri, ses mains gelées, griffant sa combinaison. Il hurla, s'agitant sauvagement, mais la chose était anormalement forte. Elle l'a plaqué contre le mur, son visage à quelques centimètres du sien, avant de laisser échapper un autre gémissement guttural. J'ai pris une clé à molette dans la ceinture, à outils de Yuri, et l'ai balancée de toutes mes forces. La tête de la créature s'est renversée en arrière dans un craquement écœurant. Mais elle n'est pas tombée. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux luisants se fixant sur les miens, puis elle a souri. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. C'était le genre de sourire de quelqu'un qui avait vu la fin du monde et qui l'avait trouvée amusante. Nous avons à peine réussi à sortir du sous-marin, trébuchant sur la glace, à bout de souffle. L'équipage gelé ne nous a pas suivis à l'extérieur, mais sa présence est restée comme une tache dans nos esprits. Nous nous sommes effondrés dans la neige, nos corps tremblants, à la fois de froid et de terreur pure de ce que nous avions vu. Le docteur Voronova a été la première à prendre la parole. « Ce n'est pas un simple réacteur, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas de ce monde. »« Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Victor. « Que les Soviétiques ont construit une sorte d'appareil extraterrestre ?»« Non, » répondit-elle. « Je pense qu'ils l'ont trouvé. Et ils ont essayé de l'exploiter. » Ces Troumotati restèrent en suspens comme une condamnation à mort. Le réacteur n'était pas qu'une simple machine, il était vivant, doué d'une sensibilité qui nous échappait. Et il avait infecté l'équipage, le transformant en une extension de lui-même. Nous sommes retournés au camp, désespérés de nous regrouper et de trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Mais le camp n'était plus le même. Le brise-glace, notre lien vital avec le monde extérieur, était sombre et silencieux. Ses lumières s'étaient éteintes,
et l'équipage était introuvable. Les chuchotements étaient plus forts maintenant, un bourdonnement omniprésent qui semblait s'infiltrer dans nos os. Des ombres vacillaient à la limite de notre vision et des formes étranges se déplacèrent sous la glace. À un moment donné, j'ai cru voir un visage qui me fixait sous la surface gelée, déformé et grotesque, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Elena, l'une de nos biologistes marins, a commencé à craquer sous la pression. Elle s'est assise dans un coin du réfectoire, marmonnant pour elle-même, ses yeux papillonnant autour d'elle comme si elle observait quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « Il nous appelle », murmurait-elle. « Il nous rappelle. Nous avons essayé de la calmer, mais cela n'a servi à rien. Cette nuit-là, elle a disparu. Ses empreintes se dirigeaient d'homme vers l'iceberg et se terminaient au bord du gouffre. Le lendemain matin, nous avons trouvé les premiers signes de propagation de ce qui avait infecté le sous-marin. Yuri a découvert une plaque de glace près du camp qui brillait faiblement, pulsant au rythme des chuchotements. Lorsqu'il l'a touchée, il a reculé comme s'il avait été brûlé. « C'est chaud », dit-il, la voix tremblante. « La glace est vivante. » La prise de conscience nous a frappés comme un train de marchandises. L'influence du réacteur n'était pas confinée au sous-marin. Elle s'infiltrait dans l'iceberg, infectant l'environnement lui-même. Et nous nous trouvions en plein milieu. Nous avons décidé de tenter une dernière fois de détruire le réacteur. C'était une mission suicide, et nous le savions tous. Mais si nous ne l'arrêtons pas ici, la maladie se répandra au-delà de l'Antarctique. Le monde entier pourrait être en danger. Le retour au sous-marin a été comme une marche vers les mâchoires d'un prédateur. Les chuchotements s'amplifiaient à chaque pas, formant des mots dans une langue que je ne comprenais pas mais que je craignais instinctivement. Les couloirs étaient plus sombres, plus étroits, et l'air était épais, presque suffocant. Lorsque nous avons atteint la salle du réacteur, la situation était pire qu'auparavant. La lueur était aveuglante et le bourdonnement était devenu un rugissement assourdissant. L'équipage congelé se tenait en cercle autour du réacteur, la tête penchée en arrière, la bouche ouverte en signe d'adoration silencieuse. Le docteur Voronova s'approcha des commandes, les mains tremblantes. « Si nous le surchargeons, dit-elle, il pourrait s'auto-détruire. »« Et nous ?» répond Victor. « Nous n'avons pas le choix, » dit-elle d'une voix ferme. Pendant qu'elle travaillait, l'équipage a commencé à bouger. Ils se sont tournés vers nous, leurs yeux brillants remplis de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. L'un après l'autre, ils ont commencé à avancer, leurs mouvements étant lents, mais implacables. J'ai attrapé une hache de feu sur le mur et l'ai balancée sur la figure la plus proche. La lame s'est enfoncée dans sa poitrine, mais au lieu de sang, c'est un liquide noir et visqueux qui s'en est échappé. La chose ne s'est pas arrêtée. Elle tendit ses mains gelées vers mon visage. Le ronflement du réacteur est allé crescendo, et les parois du sous-marin se sont mises à trembler. La glace se fissura et gémit tandis que la structure entière menaçait de s'effondrer. Le docteur Voronova hurla quelque chose à propos des commandes, mais ses mots se perdirent dans le chaos. La dernière chose dont je me souvienne est une lumière aveuglante, plus brillante que tout ce que j'ai jamais vu. Elle a tout consumé. Le réacteur, l'équipage, le sous-marin. Et puis, il n'y a plus rien. Je me suis réveillé sur la glace, seul. Le sous-marin avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les chuchotements avaient également disparu, remplacés par un silence inquiétant, presque pire. Le reste de l'équipe avait disparu, sans qu'on sache ce qu'il était advenu d'eux. Je suis retourné au camp en titubant et je l'ai trouvé abandonné. Le brise-glace était toujours là, mais il était sombre et sans vie. Son équipage avait disparu sans laisser de traces. Je ne sais pas comment j'ai fait pour revenir à la civilisation. Mes souvenirs du voyage sont fragmentés, brisés en morceaux
qui ne s'emboîtent pas les uns dans les autres, mais je suis certain d'une chose. Le réacteur n'a pas été détruit. Il est toujours là, enfoui sous la glace, à attendre. Et je crains qu'il ne reste pas enfoui éternellement. Le retour à la civilisation aurait dû être un soulagement, mais j'ai eu l'impression d'entrer dans un rêve déformé. Le brise-glace avait réussi à retrouver son chemin avec moi, à bord, mais je n'avais aucun souvenir de l'avoir piloté ou d'avoir vu un membre de l'équipage revenir pour le guider. Le monde semblait plus terne, les couleurs plus ternes, les pays et les sons plus lointains, comme si l'Antarctique m'avait marqué d'une manière inexplicable. Les autorités et les scientifiques n'ont pas tardé à m'interroger, bien que leur première approche ait été celle de l'incrédulité. J'ai tout raconté. Le sous-marin, l'équipage congelé, le réacteur. Au début, leur visage était l'un des sceptiques, mais au fur et à mesure que je parlais, certaines expressions ont changé. La peur s'était glissée dans leurs yeux. Ils ont tenté d'y voir du stress, un produit de l'isolement et de l'exposition à des conditions extrêmes. Mais leurs propos rassurants sonnaient creux. Je pouvais voir qu'ils étaient aussi troublés que moi. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai été confiné dans un centre de convalescence, constamment surveillé sous prétexte de veiller à ma santé. Pourtant, chaque nuit, les murmures revenaient, non pas à l'extérieur de ma tête cette fois, mais à l'intérieur. Dans mes rêves, j'étais de retour sur la glace, devant le gouffre. Le sous-marin vibrait d'une lumière impie, et l'équipage gelé se tenait debout, silencieux, le regard accusateur. Et puis il y avait l'ombre, une entité informe qui se déplaçait dans la lueur du réacteur. Elle ne chuchotait pas avec des mots, mais avec des émotions, le désespoir, la faim et quelque chose qui ressemblait à un vide infini. Je me réveillais en sueur, les mains tremblantes, le bourdonnement du réacteur vibrant encore dans mes os. Les cauchemars n'étaient pas les seuls à me hanter. Des choses étranges ont commencé à se produire autour du centre de rétablissement. Les lumières vacillaient et les ombres semblaient s'allonger de façon anormale. Plusieurs membres du personnel ont déclaré avoir entendu de faibles chuchotements qu'ils ont mis sur le compte de courants d'air ou d'un câblage défectueux. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Je n'étais pas le seul à être affecté. Les quelques membres restants de l'expédition, ceux qui n'avaient limite pas disparu ou péri, étaient également confinés dans des installations séparées. J'ai réussi à parler à Victor une fois par le biais d'un appel vidéo très surveillé. Il avait l'air décharné, les yeux enfoncés et creux. « Ils ne sont pas morts », a-t-il dit, sa voix dépassant à peine un murmure. « L'équipage, ils ne sont pas morts. » Je n'ai pas eu besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. Je l'avais vu aussi. Ces figures gelées n'étaient pas sans vie. Ils étaient piégés, liés à ce réacteur, et quelque chose de bien pire était en train de l'orchestrer. Quelques jours plus tard, Victor a disparu. L'explication officielle était le suicide, mais je connaissais la vérité. La tache du gouffre s'étendait, s'échappant des abysses gelés pour nous prendre un par un. Déterminé à découvrir ce qui se passait, j'ai fouillé dans des archives de classifiés, tirant parti de l'attention que ma survie avait suscitée. J'ai découvert des documents fragmentaires sur le gouffre. Le sous-marin n'était pas seulement une expérience de la guerre froide, c'était une tentative désespérée d'exploiter quelque chose découvert sous l'Antarctique. Les rapports parlaient d'un ancien artefact déterré lors d'une expédition géologique soviétique dans les années 1950. Les descriptions étaient vagues, mais il était clair que cet artefact émettait une énergie étrange. Les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un vestige d'origine extraterrestre et qu'il pouvait être utilisé comme source d'énergie infinie. Le gouffre avait été construit pour le transporter et l'étudier, mais un problème catastrophique s'était produit
lors de son voyage inaugural. Un rapport m'a fait froid dans le dos. Il décrivait un champ de distorsion autour de l'artefact, où le temps et la réalité s'effondraient. Les sujets d'expérience qui y étaient exposés étaient victimes d'hallucinations, de crises de rage incontrôlables et, dans certains cas, de transformations physiques. Le projet a été abandonné après que le gouffre a été perdu, enterré sous la glace, jusqu'à ce que nous le retrouvions. J'ai alors compris que le réacteur n'était pas seulement alimenté par l'artefact, mais qu'il en était devenu une extension. Et en le perturbant, nous avions libéré son influence. Les chuchotements se sont amplifiés. Au début, il s'agissait de faibles murmures, impossibles à distinguer du bruit de fond de la vie. Mais avec le temps, ils devinrent plus clairs, plus insistants. Ils parlaient du vide, de l'obscurité et de la faim sans fin. Je ne pouvais pas y échapper, même à la lumière du jour. Les ombres dans les coins des pièces semblaient bouger, formant des formes qui se dissolvaient lorsque je me retournais pour regarder. Mon corps a commencé à me trahir. Mes mains tremblaient constamment et ma peau était glacée, quelle que soit la température de la pièce. J'évitais les miroirs, mais une fois, j'ai vu mon reflet du coin de l'œil. Pendant une fraction de seconde, mon visage n'était plus le mien. Il était gelé, avec des yeux creux, comme l'un des membres de l'équipage du Chasme. Je n'étais pas le seul à souffrir. Des rapports ont commencé à faire état de phénomènes étranges près des stations de recherche en Antarctique. Les équipements fonctionnaient bien mal, et plusieurs scientifiques ont rapporté avoir vu des fantômes sur la glace, des figures qui semblaient porter des uniformes soviétiques désuets. Les chuchotements les ont également suivis. L'anomalie ne s'est pas limitée à l'Antarctique. Les satellites qui surveillent la région ont détecté des signatures énergétiques inhabituelles se propageant comme des ondulations dans un étang. Je compris alors que l'influence de l'artefact s'étendait au-delà de sa prison de glace. Le désespoir m'a poussé à retourner en Antarctique. Je savais que c'était suicidaire, mais je ne pouvais pas échapper au sentiment que la seule façon d'arrêter cela était de l'affronter de front. Utilisant mes dernières relations, j'ai rejoint une nouvelle expédition sous prétexte d'étudier le changement climatique. Mais mon véritable objectif était clair, trouver l'artefact et le détruire, quel qu'en soit le prix. Nous sommes arrivés sur le site du gouffre, mais le sous-marin lui-même avait disparu. À sa place se trouvait une fissure béante dans la glace qui brillait faiblement de la même lumière sinistre que celle que j'avais vue dans le réacteur. L'air était chargé d'énergie. Chaque respiration était comme une ingestion de verre. Mais les compagnons le sentaient aussi. Leurs visages étaient pâles, leurs mouvements lents et hésitants. Au fur et à mesure que nous descendions dans la fissure, les chuchotements devenaient assourdissants. Ils ne parlaient plus par fragments, mais en un message cohérent et horrifiant. « Rejoignez-nous », disait Montel. « Ne faites qu'un avec le vide. Au fond de la fissure, nous l'avons trouvé. L'artefact. » C'était une masse amorphe de lumière et d'ombre qui palpitait, se déplaçait constamment et se tordait comme si elle était vivante. Le sol autour de l'artefact était jonché de cadavres gelés, certains humains, d'autres, non. L'une de mes compagnes, une géologue nommée Elena, s'approcha de l'artefact, les yeux vitreux. « C'est magnifique », murmura-t-elle en tendant la main pour le toucher. « Non, j'ai crié, mais il était trop tard. Au moment où ses doigts sont entrés en contact avec l'artefact, son corps a été pris de violentes convulsions. Sa peau était devenue pâle, ses yeux ont brillé et elle a poussé un gémissement guttural, le même que celui de l'équipage congelé. L'artefact s'est mis à pulser et j'ai senti une vague d'énergie m'envahir. Le temps s'est figé et j'ai vu des visions, des mondes consumés par les ténèbres, des civilisations effacées et un vide sans fin qui dévorait tout. Au centre de tout cela se trouvait l'artefact, un parasite cosmique
qui se nourrissait de vie et de lumière. Je savais ce que je devais faire. À l'aide des explosifs que nous avions apportés pour le forage de la glace, j'ai fabriqué une bombe de fortune autour de l'artefact. Mais tes compagnons ont essayé de m'en empêcher, leurs esprits n'étant manifestement plus les leurs. Leurs visages étaient trop tordus, en masques grotesques de dévotion, leur voix faisant écho au chuchotement de l'artefact. L'explosion fut aveuglante. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais réussi. Mais lorsque la lumière s'estompa, j'ai réalisé que l'artefact n'avait pas été détruit. Il avait absorbé l'énergie, devenant plus grand et plus lumineux. Ces murmures sont devenus un rugissement, une cacophonie assourdissante qui a brisé mon esprit. Je ne sais plus comment je me suis échappé. L'instant d'après, j'étais de retour à la surface, seul. La fissure avait disparu. La glace était intacte comme si rien ne s'était passé. Mais je savais qu'il n'en était rien. L'artefact était toujours là, enfoui plus profondément qu'avant, en attente. Aujourd'hui, je vis dans une peur constante. Les chuchotements n'ont pas cessé. La fin du monde n'est pas encore arrivée, mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. L'artefact est toujours là, de plus en plus fort, et son influence se répand. J'ai essayé d'avertir les gens, mais personne ne me croit. Ils pensent que je suis fou, victime de l'isolement de l'Antarctique. Mais je connais la vérité. Le gouffre n'était pas qu'un sous-marin, et l'artefact n'était pas qu'une relique. C'était une porte, un aperçu d'une réalité bien plus sombre que ce que nous pouvons comprendre. Et un jour, cette réalité nous consumera tous.